l'agence, pour moi, ça reste un outil interdisciplinaire. C'est un des fondamentaux des agences d'urbanisme. Donc des personnes venues d'horizons différents en termes de spécialité, qui ont créé sur un territoire, je dirais que ce serait la deuxième caractéristique. Contrairement aux cabinets d'études traditionnels qui peuvent être parfois éphémères, ou trop éphémères même. Et puis l'agence, c'est également, pour moi, en tout cas ça a été un Maubeuge parce qu'on avait un contexte géographique très spécifique. On a été un outil d'expérimentation en permanence. Parce que confronté à des situations qui étaient assez uniques, compte tenu de la particularité, de la brutalité de notre déclin industriel et de la spirale dans laquelle nous étions. Je me souviens, lorsqu'on avait des réunions à Paris entre collègues des différentes agences, on se sentait toujours un petit peu à part, dans la mesure où les autres agences observaient la croissance, la décrivaient, la commentaient, et nous, on était, je dirais, au charbon, en train d'essayer d'inventer des outils pour sortir de la décroissance. Vous voyez, on n'avait pas du tout les mêmes problématiques. Je pense que pour moi, l'expérience qui restera la plus marquante pour moi au niveau de l'agence et de ce que l'on a pu contribuer au territoire, ça a été, alors, à partir du concept de friche qu'on avait expérimenté déjà sur plusieurs zones, ce secteur industriel, c'est la reconquête de la rivière Sambre. Ça a été une belle aventure dans la mesure où, au départ, ce n'était pas une commande du territoire. En fait, on a répondu à un appel à projet du ministère de l'Équipement. On a été reçu dans le cadre de cet appel à projet, qui n'était pas un appel de recherche, ça s'appelait un appel expérimentation, c'est ce qu'on appelait le plan urbain. Et l'idée, c'était l'appel qu'on avait pour objectif d'interpeller les territoires qui étaient en stratégie de reconversion. Et la rencontre avec un jeune architecte à l'époque qui venait voir pour un sujet de diplôme, qui voulait au départ travailler sur les friches. Je lui ai déconseillé parce que la friche était déjà devenue un sujet à la mode, il y avait beaucoup de mémoire là-dessus. Je lui ai dit par contre, la voie d'eau peut être aussi considérée comme une friche parce qu'elle était dans un état déplorable et ça pourrait être une opportunité pour déposer un dossier. Donc on a rédigé quelques pages et nous avons été retenus par le plan urbain. Et dans la foulée, plusieurs financeurs ont également été séduits par la démarche, le conseil régional, le ministère de l'Environnement, le conseil régional et même les voies navigables, qui sont pourtant réputées ne pas être une administration très riche, ont financé en partie cette démarche, qui a, au fil des ans, abouti à ce que l'agglomération, lorsqu'elle s'est constituée, dans la foulée du syndic intercommunal, qui avait déjà mis un petit peu le pied à l'étrier sur la reconquête de la rivière, une des premières compétences facultatives de l'agglomération, ça a été d'avoir une commission liée à la voie d'eau et de le mettre dans ses compétences. Aujourd'hui encore, au travers de la trame verte et du tourisme fluvial. Mais ça a été une aventure, puisqu'au départ, on n'était pas forcément suivi par les élus de notre propre territoire. C'est l'État qui nous a poussé un peu. L'objectif de l'État, c'était que les élus regardent autrement la rivière. Et puis, sur ces crédits d'études que l'on a eus du ministère, l'agence en a gardé une partie pour lancer une exposition sur la voie d'eau, dont les plus anciens se souviennent encore. Et j'avais loué 2 péniches à Conflans-Sainte-Honorine. Une pour faire une superbe expo à l'intérieur, dans la cale. L'association qui nous louait s'appelait la Batellerie Buissonnière, elle était à Conflans-Sainte-Honorine. Donc une exposition dans la cale. Et l'autre péniche, la péniche Wilmin, elle s'appelait, c'est une péniche hollandaise, une péniche sabot. Elle faisait des promenades avec tous les scolaires de l'agglomération, en lien avec le Stibus, qui allait chercher les enfants, qui les ramenait. Donc la secrétaire de l'agence était sur bateau pour faire l'accueil. C'était vraiment de l'expérimentation et de l'innovation. Et à la fin de cette transhumance qui a duré quelques semaines, puisqu'on allait de commune en commune, et à chaque fois il y avait une manifestation festive pour marquer l'arrivée de la péniche. À la fin, il y avait quelques élus du territoire qui ont dit on ne peut pas la laisser partir, il faut faire quelque chose. Donc, on sentait que la mayonnaise était en train de prendre. Et donc on a fait passer un expert sur l'une des 2 péniches qu'on voulait éventuellement faire acquérir par un syndicat intercommunal, qui nous ont déconseillé parce qu'elle n'était pas en état d'être habilitée sur les voies navigables françaises, en tout cas pas plus pour très longtemps. Et donc là on s'est mis, on a eu une démarche d'un privé de Valenciennes qui s'appelait Jacques Martin, rien à voir avec le présentateur de télé.
et qui avait un bateau de passagers à Valenciennes, et qui avait entendu parler de moi et de ce qui se faisait sur la rivière. Il m'a appelé en me proposant de venir avec son bateau, qui s'appelait le Jaman 4, sur la rivière pour faire des promenades donc, au public. Mais je lui dis ok, ça nous intéresse, mais c'est pas très rentable. Vu la distance que vous avez avec le Valenciennois, il n'y a pas de liaison entre la Sambre et l'Escaut, une des premières découvertes quand on travaille sur la rivière. Mais donc il me dit à ce moment-là, on peut faire une convention avec les communes concernées qui s'engagent pour les centres aérés, les personnes âgées, à organiser un certain nombre de voyages. Donc en fait, quand il est arrivé, il avait déjà un marché en quelque sorte. Donc ça a démarré comme ça. Il y a eu la période du Jaman 4, et ensuite avec le syndicat intercommunal qui nous a quand même vraiment là après accompagnés à fond, c'était Monsieur Lojaco qui était président. On a monté le dossier contrat de rivière, qui était d'ailleurs assez particulier parce que les contrats de rivière en France à l'époque se faisaient sur des rivières non navigables, souvent des cours d'eau privés. Et là, on était sur une rivière publique, donc domaniale. C'était d'une certaine manière lancer un contrat de rivière, reconnaître au niveau des services de l'État que la Sambre, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc on a fait un contrat de rivière avec une partie de travaux qui était destinée à être financée en partie par l'Europe, mais même à l'époque la DATAR a contribué aussi financièrement, et puis le conseil régional, de manière très conséquente. Donc il y avait un volet travaux, et puis il y avait un volet notamment pédagogique. Je me souviens à l'agence, on a réalisé une douzaine de valises pédagogiques qui circulaient dans les écoles, chaque valise ayant un thème particulier, l'histoire, la géographie, l'imaginaire, la poésie, etc. Et puis il y avait également un volet sur le développement du tourisme, avec une étude qui était inscrite dans le contrat de rivière de faisabilité de l'acquisition d'un bateau à passagers sur la rivière. Et j'ai demandé ensuite pour que l'agence soit chargée de faire cette étude, ce qu'on a pu faire, ce qui serait peut-être plus si facile que ça maintenant avec la compétitivité, la mise en concurrence. À l'époque, on était dans un tout autre contexte, donc j'ai fait l'étude de faisabilité, et dans la conclusion de cette étude, je proposais, j'évoquais deux hypothèses. La première, c'était que ce soit la collectivité qui achète le bateau. La deuxième hypothèse, c'était partir sur un projet à caractère privé. Alors on a vite évacué la première parce que ce n'était pas une vocation forcément fondamentale d'une collectivité de gérer un bateau à passagers. À un moment donné, je m'étais demandé s'il n'y avait pas des contacts à avoir avec Citybus à l'époque, thématique des transports et de la mobilité. J'ai pas eu de retour, ce serait peut-être plus pareil maintenant. Donc il me restait que le repli par défaut sur l'initiative privée. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un courrier aux agences de voyage, aux autocaristes du secteur, et puis j'ai deux personnes qui sont venues me voir un beau matin à l'agence en me disant votre idée nous intéresse et on va créer une SARL. Et donc on les a accompagnés pour mettre en place un dossier de subvention pour acheter un bateau à passagers. Et ils ont eu 50% de subvention pour acheter un bateau qui s'appelait, certains s'en souviennent probablement, le Gavroche, qui a tourné quelques années sur la Sambre, où je faisais de temps en temps le guide, quand on avait besoin de moi, j'avais mes fiches. Et puis au bout de quelques années, la SARL a mis la clé sous la porte, parce que c'était des sorties très ponctuelles, ça ne vous occupe pas quelqu'un à temps plein, et à l'époque, M. Huret et M. Debuc, qui étaient devenus de vieux amis, de bons amis, en fait, recrutaient un capitaine qui laissait sa péniche à Erqueline, donc avec son épouse, lorsqu'arrivaient les beaux jours, comme maintenant, et puis il était payé jusqu'à la fin de l'été, donc ils étaient payés, ça faisait 2 salaires, alors qu'il n'y avait pas des sorties tous les jours, comprenez. Alors que moi, dans mon esprit, initialement, c'était des sorties et la vacation. Mais bon, peut-être plus difficile à mettre en place. Toujours est-il que financièrement, sans aide publique conséquente, ce n'était pas viable. C'est pas un hasard d'ailleurs si aujourd'hui le bateau qui existe sur Aumont est soutenu quand même fortement par la ville d'Aumont. Mais bon, ce serait à refaire à l'agglo. À l'époque, l'agglomération n'existait pas. Et ce serait aujourd'hui, peut-être que ça mériterait d'être une question mise au débat sur l'intérêt pour une intercommunalité de se doter d'un bateau à passagers et de le mettre en délégation de service public, comme ça se fait pour certains équipements collectifs. Le fait que l'agence que la Sambre soit restée fermée à la navigation, c'était pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'effondrement du pont de Wadencourt dans l'Aisne,
Les plus anciens ne pouvaient plus passer, il n'y avait pas de financement mobilisable immédiatement pour remettre en état le pont. Chacun se rejetait la balle, la région, le département. En plus, c'était à cheval sur plusieurs régions et départements, c'était compliqué. Parce qu'à l'époque où la Sambre a été fermée, il passait, on avait les statistiques à l'agence, dans l'observatoire, il passait plus de 600 bateaux par an quand même. Donc aujourd'hui, on est à plus de 1000, ce qui montre que le tourisme fluvial c'est quand même nettement développé, mais on était quand même à 600 bateaux, on sentait qu'il y avait un frémissement. Voilà, alors nous, quand on s'est lancé dans cette entreprise, moi j'ai même eu des remarques ici de Marpentois, je m'en souviens encore, à quoi ça sert tout ça, l'emploi fout le camp, met de l'argent sur la rivière. Donc je répondais, la rivière c'est le cadre de vie de tous les jours des habitants. On ne voit pas pourquoi, même si les gens sont au chômage, ils n'auraient pas le droit d'avoir un cadre de vie correct. Et puis... c'était aussi c'est d'ailleurs un des arguments qu'on a défendu dans notre projet, c'était un lien intercommunal. Après la crise de la sidérurgie, j'ai parti du principe qu'il y avait une forme de perte d'identité du territoire dans la mesure où la conscience collective des gens s'est construite autour de l'industrie lourde, en particulier l'industrie sidérurgique. Cette industrie disparaissant, je considérais qu'il fallait retrouver quelque part un lien qui nous redonne ce sentiment de l'appartenance intercommunale. Et la rivière était en fait une opportunité extraordinaire, parce que compte tenu de son état, qui avait besoin d'une intervention, d'un point de vue stratégie sur le mental, sur le culturel, ça pouvait être un excellent moyen pour faire travailler les communes entre elles. Ce qui est en train concrètement de se mettre en place. J'étais il y a 3 jours à une réunion avec l'Aglo et d'autres communes sur la thématique de Sambre en fête, qu'on organise tous les ans. Voilà, il y a un exemple concret de la façon dont les communes peuvent s'organiser et s'entendre autour de la rivière. Puis après, la Sambre était devenue ce que je pourrais appeler une de mes niches. J'en ai eu d'autres, mais la Sambre était celle qui a le plus marqué, parce que dans la foulée du contrat de rivière, ensuite l'État nous a donné quelques missions. Par exemple, je me souviens d'une mission, c'était d'ailleurs montrer que l'État a une vision prospective aussi, il n'y a pas que les agences. Il souhaitait qu'on réfléchisse en termes de prospective sur les conflits de cohabitation qui seraient peut-être amenés à se produire un jour en matière de cohabitation des usages autour de la rivière. Et c'est un sujet sur lequel on est aujourd'hui encore confronté entre les personnes qui font du VTT, celles qui font du vélo, celles qui pêchent, celles qui veulent amarrer leur bateau, les randonneurs, et ceux qui font du jogging. C'est un vrai sujet d'actualité et qui avait été déjà abordé donc, par l'agence sur commande de l'État à l'époque, avec un financement pour l'agence. C'était aussi au départ une possibilité pour nous de vivre au niveau de l'agence, parce qu'il n'y avait pas que des fonds publics de l'aglo, il n'y avait pas des fonds de l'intercommunauté, il y avait aussi des fonds extérieurs, et notamment des financements de l'État. Moi j'ai beaucoup travaillé sur des financements État. Lorsque je me suis retrouvé directeur de l'agence, c'était pas une grosse équipe l'agence, et en plus compte tenu de mon tempérament, et de mon passé, je dirais un petit peu où je m'investissais sur beaucoup de choses. Je suis un ancien animateur d'une des 1000 clubs, etc. Donc j'ai toujours été investi dans la vie associative. Je ne pouvais pas rester uniquement confiné dans une fonction de direction, de management, même si ça me plaisait bien. Il fallait que je produise des études. Et donc à l'époque, j'ai demandé le feu vert de mon président pour lancer une démarche au niveau de l'Avesnois. Pour travailler, c'était à l'époque la thématique des pays qui était portée par l'État, et pour mettre en place, en tout cas pour étudier la faisabilité de créer un pays Sambre-Avesnois au travers d'une charte. Et ça m'a laissé des souvenirs assez positifs, parce qu'on ne travaillait pas forcément avec les collègues d'Avesnes, de Landrecy, de Landrecy, du Quesnoy, donc à l'extérieur du périmètre de l'agence. On mettait tout le monde autour de la table, ça a duré plusieurs mois. Des gens des différents services communaux, intercommunaux quand il y en avait, des personnalités extérieures, des services de l'État, de la région, de la formation, etc. Donc on a travaillé plusieurs mois et on a abouti à l'élaboration de cette charte de pays qui a quand même été marquante, puisque c'est dans son prolongement ensuite que l'agence a conforté cette stratégie territoriale d'élargissement, d'abord à l'échelle de l'Avesnois et aujourd'hui à l'échelle du Hainaut. Donc ça a été pour moi, dans la dernière période de l'agence où j'ai été directeur, un événement marquant. Alors quelquefois, en tant qu'élu de petite commune, on a parfois le sentiment que l'agence est plus orientée sur l'assistance aux communes, aux villes, aux communes urbaines de l'agglomération,
parce qu'il y a la politique de la ville, et donc il faut probablement les accompagner. C'est vrai que de mon temps, on avait à l'époque une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite pour toutes les communes qui le souhaitaient. Y compris à l'époque, je me souviens, on travaillait sur des communes comme Saint-Rémy-du-Nord, parce qu'on avait un architecte à l'agence et on accompagnait les communes quand il n'y avait pas forcément de recours obligatoire à l'architecte, sur des tout petits projets. Mais quelquefois, une toute petite aide amène des choses intéressantes. Je pourrais vous citer un exemple, parce que, intéressant et positif pour l'agence, hein. Quelquefois, ce n'est pas un investissement lourd. Une fois, j'ai réuni l'EPF, quelqu'un de l'agglo et une collègue de l'agence avec qui je n'ai pas travaillé, mais qui n'est plus là maintenant, a été architecte. On s'est réunis à la médiathèque, et à l'époque, le projet, c'était de démolir le grand bâtiment qui est en face, là, l'ancienne école, pour élargir l'espace, aérer, puis faire quelques places de parking en plus, etc. Et puis en sortant avec ces dames, il y en a deux qui m'ont dit, notamment l'architecte de l'agence, vous ne croyez pas, monsieur le maire, que votre plaie dans le centre-bourg, c'est pas plutôt les petits logements qu'on aperçoit là-bas. Il y en a 5 qui sont des verrues, des passoires énergétiques, qui abritent des populations qui sont sans arrêt endettées. Parce que ça, je ne le savais pas, mais c'était vrai, parce qu'après, on en a acheté un, et il y avait des factures énergétiques pas possibles. Et ben, ça m'a fait changer. Une réflexion, en allant boire un café, m'a fait changer le regard, mais j'ai dit, c'est pas con ce qu'elle est en train de me dire. Là, le bâtiment, il est nickel. Il est fortement utilisé, en plus, par des associations qu'on accueille, des artistes. Hein, d'ailleurs, ça s'appelle maintenant Passion d'art, parce qu'on a des compositeurs qui viennent et qui nous aident aussi en termes de logistique, mais aussi pour la fête de la musique, par exemple. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir gardé ce bâtiment. Mais par contre, on a lancé à l'époque, du fait de cette réflexion, ça a continué à gamberger dans mon esprit. Et puis j'ai pris contact avec Adèle Hervé à l'agglomération. Il m'a mis en contact avec l'EPF, parce que j'avais perdu un petit peu les coordonnées des gens qui travaillaient à l'EPF. On a eu une réunion et aujourd'hui on est sur une opération autonome pour la commune. Là ça ne passe pas par l'agglo, je préférais que ça passe par l'agglo, mais non, on a acheté 3 logements sur les 5. Les 2 autres, j'avais déjà préparé le terrain puisqu'on devait acheter les 5. L'EPF achète les 2 autres. Elle fait une opération démolition remise à zéro où on va participer, bien entendu, c'est normal, sur une partie du déficit. Et Promocil va faire une nouvelle résidence de 8 logements à cet endroit, donc quelque chose de neuf, de propre dans le centre-ville, ce qui nous permet au passage de remodeler un petit peu le stationnement qui était anarchique sur les arrières. Et vous voyez, quelquefois, ça c'est une valeur ajoutée de l'agence qui n'est même pas dans leur rapport d'activité, c'est un petit truc, une réflexion. Quelquefois ça peut produire l'effet papillon, mais positif. Hein. Petite remarque amène à une opération d'urbanisme. Ouais. C'est que les élus ne prennent pas assez en compte, ne lisent pas assez les rapports. Et donc qu'un certain nombre de choses intéressantes qu'on pourrait anticiper ne sont pas forcément pris en compte. À l'époque, vous savez, les élus qui lisaient les rapports de l'ADUS, on les comptait sur les doigts de la main. Et on a pourtant produit à l'époque des documents intéressants. Le premier rapport de Jean Gaubron, le directeur de l'agence d'urbanisme, c'était un document sur la prospective de l'activité de la sidérurgie dans l'agglomération. Et en gros, les meilleurs lecteurs de ce rapport-là, c'était les syndicats. Hein, mais bon, il avait tout prévu, y compris la fermeture du Zinor. Ouais. Par exemple, en matière de politique de la ville, quelque chose qui m'avait marqué à l'époque sur Maubeuge, parce que tous les indicateurs que nous, on avait, qu'on soumettait aux élus, avec des analyses qui étaient très pointues, hein, ce qu'on appelle les analyses multifactorielles. On était la seule agence à maîtriser en France. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce qu'on était plus intelligent que les autres. C'est parce que dans les autres agences, il y avait les grosses villes derrière et les universités. Donc leurs analyses factorielles, elles étaient sous-traitées par les universités. Nous, on s'est formés. Alors j'étais sociologue, j'étais très faiblement formé sur les analyses factorielles. On est allé à Paris avec mon collègue Hachimi Medjani. Et en plus, on était les premiers à développer ça sur Macintosh. Donc il fallait absolument, c'était les premières applications. Et une fois qu'on a commencé à sortir tous nos graphiques avec les patates, etc., les quartiers, un certain nombre d'indicateurs, c'était fabuleux. Moi, sur Maubeuge, je me souviens, on pouvait vérifier, il y a 111 ou 112 îlots INSEE à Maubeuge. On avait sur chaque îlot de toutes les villes de l'agglo les différents indicateurs par quartier. Et donc, ils ressortaient d'une manière souvent manifeste les territoires les plus critiques, les plus sensibles, les quartiers les plus sensibles. Et sur Maubeuge, à l'époque, c'était les provinces françaises. Il n'y avait pas photo. Or, vous constaterez que les provinces françaises, ils arrivent seulement. Dans la politique de la ville, ils ont été mis en dernier. C'était pas forcément, alors que c'était pour nous le quartier à l'époque prioritaire. Pourquoi ? Parce que d'autres quartiers passent avant pour des raisons politiques, d'image.
Il suffit qu'un élu passe devant tous les matins et puis bon, il se dit voilà, c'est le quartier que je veux faire dégager. Et province française, pourquoi? Parce que c'est enclavé en termes de visibilité. Au niveau humain, l'échec pour moi de l'agence, ça a été, on s'en est sorti, mais on a quand même laissé des gens sur le carreau. Ça a été le dépôt de bilan de l'agence d'urbanisme. Ça, c'était quand même une catastrophe. Personne ne s'y attendait parce que nous, pareil, on roulait dans une bagnole qui n'était même plus assurée, on n'était pas au courant. Et puis on a dû se séparer de collègues qui avaient leur place, quoi. Moi, je me souviens des collègues, Nicole Delbourg, qui est devenue avocate après à Maubeuge, c'était une excellente collègue qui travaillait sur les plans d'occupation des sols. D'autres qui étaient moins indispensables, parce qu'il y avait aussi des abus, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de recrutement. Il ne suffit pas d'acheter Le Monde et de lire Le Monde une demi-journée pour être un bon technicien dans une agence. Il faut chacun qu'on trouve ses manches, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait une partie de l'agence qui bossait, il y en a d'autres qui bossaient moins. Et alors par contre, le beau souvenir que j'ai, c'est que la secrétaire qui est toujours là, vous pouvez lui en parler, Béatrice Baume, qui était là, qui a été licenciée, qui est partie travailler dans le Midi, qui est revenue, je lui avais dit, si on s'en sort, on te reprendra. Et effectivement, j'ai tenu mon engagement, je l'ai repris à l'agence après. Je pense que c'est un outil qui a su s'adapter aux différentes périodes qu'a traversé l'agglomération. Il y a eu la période, celle à laquelle je suis arrivé, c'était la période, je dirais, de la fin des années de croissance. On commençait à voir poindre la crise, qui était déjà même sur certaines communes comme Marpan engagée. Et donc on a eu une problématique très spécifique à l'époque. On a terminé le SDO. Il y avait d'ailleurs une petite discordance entre les projections hyper optimistes du schéma directeur, comme souvent d'ailleurs les élus voient trop haut, mettent la barre trop haut, et la réalité plus pragmatique à laquelle on était confronté. Bon, voilà, donc l'agence est arrivée un petit peu dans ce contexte. Après, on a eu la période de la gestion de la décroissance et de la recherche d'outils pour s'en sortir. Donc là, ça a été vraiment la spécificité de l'agence pendant plusieurs années, avec cette particularité au niveau national. Mais l'agence s'est adaptée, tout en travaillant, d'ailleurs, je pourrais vous citer d'autres exemples, tout en continuant quand même à coller quelquefois aux préoccupations de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. La dernière période, ça a été, je dirais, la réflexion sur les problématiques de développement territorial, avec aussi cette thématique du développement durable. Donc ça l'est encore plus fortement maintenant, mais je l'ai vécu à ses débuts, et c'était ce développement territorial, notamment au travers de cette mise en place de la charte de pays, avec l'idée sous-jacente, à terme, d'élargir le territoire de l'agence. Non sans quelques rivalités entre le PNR et l'agence, qui ont dû s'estomper depuis, je pense, chacun ayant trouvé son territoire, mais surtout ses angles d'approche. Nous, on travaille avec les deux. Bon, même si on n'est pas dans le parc, quelquefois on travaille avec eux. Mais par exemple, on travaille avec l'agence sur la question de la transition énergétique et du décret tertiaire. Ça, c'est vraiment une des spécificités de l'ADUS, c'est pas celle du PNR, chacun son métier. Qu'elle vive encore 50 ans et qu'elle fête son centenaire, nous ne serons plus là, en tout cas pas moi. Et puis qu'il y ait autant d'aventures et d'épanouissement, de satisfaction pour les gens qui y travaillent. Parce que je dis souvent ici, aux agents de la mairie, ou à mes collègues, je ne me suis jamais ennuyé une seconde lorsque j'étais à l'agence.